Salut à tous, un petit mot en guise de préambule à ce nouvel épisode. Il a été enregistré il y a quelques semaines de ça, fin septembre précisément, et n'arrive en ligne que maintenant. Désolé pour le retard. Malgré tout, on a décidé de le laisser dans son intégralité plutôt que de risquer de couper des passages ici ou là et de perdre en cohérence ou en sens. Voici donc la version intégrale, originale, enregistrée, mixée, masterisée dans les studios Impact Zone. Voilà, on s'arrête là. Très bonne écoute. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français du surf. Vous commencez à connaître. Vous commencez aussi à connaître l'équipe, Rémi à mes côtés, Fredo à la technique et moi-même Romain. Sauf que l'émission ne se fait plus à 3 comme au début, mais à 4, voire à plus encore, avec des invités autour de la table. Et l'invité aujourd'hui, c'est monsieur William Aliotti, qu'on est très content de recevoir. Et on va d'ailleurs pas perdre plus de temps et commencer directement par les présentations avec Rémi. C'est parti. Salut à tous, salut William, on est super content de t'avoir parmi nous dans Impact Zone. Donc avant de commencer l'émission, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide de ta personne, état civil, d'où tu viens, le topo. Salut tout le monde, je m'appelle William Aliotti, je viens de Saint-Martin, une petite île dans les Caraïbes. J'ai 24 ans et j'ai quitté ma famille à 15 ans pour faire du surf sur Hossegor. Ok, et du coup aujourd'hui tu te définis comment? Comme un surfeur pro certes, mais comme un free surfer ou? Plutôt comme un free surfer, je fais pas de compétition, mon but c'est de surfer les meilleures vagues du monde et surtout les meilleurs swells au bon moment et à la bonne destination bien sûr. C'est un bon programme. Moi, j'aimerais revenir sur tes origines. Tu nous dis que tu viens de Saint-Martin. Saint-Martin, c'est pas une île qui est super connue pour le surf. C'est comment de commencer le surf à Saint-Martin et d'être surfeur là-bas? Eh ben, c'est une île qui est vraiment super pour apprendre le surf. Mais jusqu'à un point où, à un niveau, il va falloir que tu bouges. Parce qu'il n'y a pas de tube, on n'a pas toutes ces qualités de vagues qui sont intéressantes comme en France. Du coup, c'est un super endroit pour surfer, pour commencer le surf. C'est une île qui est coupée avec Dutch side, donc un côté hollandais, un côté français. Et du côté hollandais, on a des super vagues comme au côté français. Et c'est super. Du coup, il y a une bonne qualité de vague, justement, mais c'est que pour petit niveau, du coup. Pour apprendre, c'est juste le meilleur endroit. Et je suis bien content d'avoir tout appris là-bas. Le vent est souvent onshore, donc les airs, c'est là que j'ai tout commencé. Et j'ai pensé que le mieux que pour moi, c'était d'aller en France pour essayer de tâter les tubes qui étaient complètement différents. Comment s'est passé du coup la détection en fait? À quel moment t'as pris un niveau? À quel moment des gens t'ont repéré? Et à quel moment t'as commencé à réfléchir à bouger en France pour faire carrière? J'ai commencé le surf à Saint-Martin à l'âge de 11 ans. Ce qui est très tard quand même pour un surfeur, hein. C'est ce qui était très tard, ouais, justement. Et du coup, à l'âge de 15 ans, je commençais à titiller les airs, tout ça. Je commençais à avoir un petit niveau et je voulais commencer à voyager. Du coup, j'ai quitté mes parents à 15 ans. En essayant de chercher un sponsor, bien sûr. Du coup, je suis allé en France, à Hossegor. Et arrivé là-bas, c'était complètement une différente, ambiance. Les gens, ils étaient différents. Le sable, le courant, le vent offshore, ça, je connaissais pas encore. Donc, les premières sessions étaient vraiment difficiles. J'y arrivais pas, je comprenais pas du tout. Alors, c'est là où je ne vous comprends pas. Du coup, c'était vraiment... je devais réapprendre quelque chose. Mais tu vois, t'es arrivé avec ta planche sous le bras et ma planche sous le bras avec des amis qui m'offraient une combi pour m'aider et puis voilà quoi. Sans mes parents, je me suis retrouvé chez Surfer Villa qui est aux Estagnos. Ouais. Du coup, c'était mes premiers mois là-bas et c'était difficile de quitter mes parents bien sûr, ma famille et puis mes amis quoi. Du coup, arrivé là-bas, c'était difficile. J'avais une personne que je connaissais vraiment qui m'aidait. Et qui s'appelle Didier Peter, justement, qui faisait partie de Volcom à l'époque. Ok. Donc, t'étais déjà chez Volcom? Non. Rien de rien. D'accord. J'aimais cette personne parce que c'est un bon coach, c'est une bonne personne qui m'a beaucoup aidé au début, tout. Après avoir fait quelques stages avec l'équipe de France, il faisait partie de l'équipe de France à l'époque. Donc, le premier stage, j'ai essayé de retrouver à Carcan avec tout le monde et j'étais le seul qui faisait des airs et pas des turns, justement. Et c'était assez difficile parce que c'était encore du old school qui voulait l'équipe de France. Ouais. Et moi, j'étais vraiment ailleurs. J'ai voulu faire que des airs. Et Didier m'a repéré par rapport à ça. Et du coup,
j'ai gardé son contact avec lui et voilà, du coup, après avoir être venu en France pour le voir, pour essayer d'être dans la team Volcom, je voulais être que chez Volcom. Ok. L'objectif, c'était Volcom, le diamant sur la planche. Messieurs, voici notre objectif. Et après 2 ans, à 17 ans, j'ai enfin réussi à signer mon premier contrat. Après avoir gagné, enfin, pas gagné, mais fait des 3e places à Sopelana sur les juniors et tout, c'était vraiment le truc du moment, les pros juniors à l'époque. Ouais. C'est un peu moins maintenant d'ailleurs. C'est différent. C'est que t'es plus vieux. C'était plus vieux. Non, c'est pas ça. Mais tous les teams, il y avait un van Volcom, il y avait un van Billabong, il y avait un van Quicksilver. C'était incroyable. Il y avait plus d'investissement. Il y avait beaucoup plus sur les pro juniors à l'époque. Et au début, moi, j'avais aucun de ces sponsors-là. Je devais squatter avec le van Volcom ou le van Billabong ou quoi que ce soit. C'était pas facile, ouais. Des fois, parce que je faisais pas partie du team, je pouvais pas rentrer dans les vannes parce qu'il y avait pas assez de place ou quoi que ce soit. Et du coup, voilà, ouais. Donc, t'es rentré chez Volcom à 17 ans, donc quand même, ça t'a pris 2 ans avant de vraiment... 2 ans de galère, ouais. Ouais, avant de toucher du doigt ton objectif. Ouais. Mais pour quelqu'un qui surfait que depuis 6 ans, c'est quand même pas mal. Ouais. C'était pas mal, ouais. Mais c'était un objectif et un rêve, du coup, j'ai essayé de le réaliser le plus rapidement possible, quoi. Et du coup, tu retournes souvent à Saint-Martin pour surfer ou voir ta famille? Comment ça se passe? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le cyclone, là, il y a pas longtemps. Enfin, il y a 1 an maintenant. Le cyclone Irma. Ouais. Après ces dégâts, j'ai pas pu y aller cet hiver, ni après le cyclone. Parce que c'était difficile par rapport aux aéroports, par rapport aux avions, il y avait très peu de compagnies qui voulaient y aller. Et Air France, ils ont mis leurs billets vraiment chers, du coup, j'ai pas pu y aller. Et j'ai eu un swell qui est arrivé récemment à la Barbade. Le plus gros swell de l'année, cette année. Et j'ai pu switcher et aller voir mes parents, justement. C'était vraiment le bon moment, le bon créneau. Du coup, je suis allé à la Barbade directement et puis je suis allé voir mes parents juste après le swell. Ok. Et après, je suis allé à Porto Rico et je me suis gavé encore. Cool. Donc, tu connais bien les Caraïbes. Tu voyages souvent sur les différentes îles des Caraïbes pour faire des surf trips, scorer des images? Exactement, ouais. Juste, les Caraïbes, il y a un vent à respecter, en fait. S'il y a le bon vent et qu'il y a des vagues, c'est sûr que tu vas scorer. Je vais pas vous le dire, par contre. D'ailleurs, la Barbade, c'est un peu toi qui as été à l'initiative du projet. J'en parlais avec Charlie Quiveron, avec qui t'es parti, et c'est toi qui lui as dit, bon, là, faut y aller, c'est le bon moment, il va y avoir des vagues de malades, et effectivement, vous avez scoré. Exactement, ouais, ça s'est vraiment profilé des meilleures vagues depuis 10 ans, hein. La dernière vidéo qu'on a vue avec ce genre de vagues, c'était celle de Josh Kerr. Chris Ward, je pense aussi. Non, je sais plus. Ouais, plus Josh Kerr, je pense. Et il y avait des vagues. Cette orientation était un peu différente de celle de Josh Kerr. Donc, elle était beaucoup moins longue, les vagues. Et on a eu des vagues vraiment... Il y avait personne à l'eau, de qualité d'un dos. On parle de Subball, hein? On parle de Subball, ouais. Que Kelly a défini comme étant une de ses vagues préférées. Exactement, ouais. Arriver là-bas, c'est vraiment pas du tout le même décor que tu penses. Le spot est vraiment petit et c'est incroyable. C'est vraiment mystique. On dirait vraiment une belle île. C'est vraiment une belle île mythique, quoi. Ok. Moi, je vais juste, désolé, refaire un petit retour sur ce dont on parlait tout à l'heure et continuer un peu l'histoire de, voilà, t'arrives, t'as 17 ans, tu rentres chez Volcom, mais ce qui se passe ensuite, après, voilà, est-ce que t'as l'objectif de percer dans la compétition ou est-ce que tu te diriges quand même déjà un peu au fond de toi sur une carrière de free surfer? Comment ça s'est orienté? Quand Volcom m'a pris, cette année-là, j'avais fait 11e au classement général du Pro Junior, moins de 21 ans. Et du coup, j'ai signé mon premier contrat, bien sûr, avec Volcom. Et ensuite, c'était un objectif de faire le top 3, bien sûr, du Pro Junior, que j'étais encore junior. Et du coup, ça s'est super bien passé. J'ai fini second, derrière Mehdi Ménardi. À quelques points, 17 points de total en fin de saison. On s'est battu en finale à Newquay, la dernière épreuve, le 4 étoiles à l'époque. Et c'était le vainqueur qui gagnait le titre européen. Malheureusement, il m'a battu. Bah non, c'est dommage. Mais bon, c'était super cool d'être sur le podium et tout. J'avais fait une super saison. Et ensuite, j'ai eu un autre buzz. J'avais fait le Punt of the Month sur Surfline à l'époque à Hawaï, à Rocky Point. J'ai fait un double grab sur le même rail. Et ça, c'était un super buzz avant les Canaries en compétition. Toi, on peut préciser, du coup, c'était une manœuvre vidéo
qui était décerné par Surfline comme étant c'était quoi, mensuel, il me semble. Exactement. Ouais, Punt of comme the son nom Month. l'indique, je suis con. Et ouais, qui donnait une sacrée exposition aux surfeurs qui avaient droit. Ouais. Ouais, du coup, Puis il y avait que des grands noms, généralement, des grands noms des aériales. Puis aucun Français, je pense, cette il y avait eu rubrique, droit. pas beaucoup de Français, non, je crois pas. Et puis surtout le niveau de vue et visuel, c'était vraiment un super truc. Mhm. Il y a eu quoi, je sais pas, 36 000 vues. C'était mon premier buzz, enfin, c'était vraiment super cool. Et du coup, tu as continué les juniors jusqu'à 20 ans, 20 ans, 21 ans. J'ai jusqu'à temps continué. que ça s'arrête. Ouais, j'ai continué. Ce qui s'est passé quand j'ai fait ma deuxième place, je me suis retrouvé à faire les World Juniors. Ouais, bien évidemment. Du coup, il y avait 3 étapes à l'époque. Une à Keramas, Exact. une au Brésil, à Rio, et une à Burley. Narabine, non? Non, à Burley. Ouais, c'était pratiquement que des droites, super quoi. Il faut préciser que William est goofy pour ceux qui le connaissent pas, donc c'est vrai que généralement tu cherches plus les gauches en étant goofy. C'est ça, bien évidemment. Et du coup, c'était vraiment difficile. Il y avait du bon niveau. Et puis, arriver là-bas, c'était difficile. J'étais malade pour la première épreuve à Bali. Du coup, mal de gorge, impossible de manger ou d'avaler ma propre salive. Un peu malade justement pour Kem Ramas. C'était assez difficile. Et bon, j'ai fini sur le tour 30e du classement mondial. Ouais, et puis il faut dire que tu étais à la même époque que Medina et tout ça. Medina, il y avait Jack Freestone, il y avait Dave Cattel, il y avait des bonnes personnes. Ouais, c'était vraiment intéressant. Ouais. Bon, et après ce circuit junior, là, c'est là où ta carrière a un peu changé de direction. T'es pas parti courir les QS comme les 3/4 des mecs. En fait, j'ai commencé à faire les QS. Et je dépensais des sous pour des destinations qui me plaisaient pas trop, déjà de 1. Et pour des vagues qui me plaisaient pas du tout. C'est-à-dire, je me retrouve à dépenser, je sais pas, 2000 € pour un billet d'avion, un logement, pour surfer des vagues au Brésil, qui sont hautes comme ça, vraiment petites, je sais pas, 50 cm, contre des Brésiliens qui sont morts de faim. Il va falloir faire la guerre, mon vieux. C'était vraiment une ambiance complètement différente par rapport à surfer des vagues tout seul. Je trouvais ça pas top. Et j'ai pensé que avec ce budget-là, je pouvais surfer les vagues beaucoup plus belles, quoi. Beaucoup plus intéressantes et qui me plaisaient. Et je me suis dit, je pense que je vais essayer de faire de la vidéo et du free surf. Comment les sponsors ils ont perçu ton projet, parce que j'imagine que chaque surfeur pro rêverait de surfer des vagues parfaites plutôt que des vagues pourries au Brésil, sauf qu'il y en a qui n'arrivent pas à vendre la chose à leurs sponsors. C'est vrai, en fait, ça s'est fait plutôt facilement. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que Volcom, c'est vraiment une marque qui faisait beaucoup de free surf à l'époque. Et puis non, c'est surtout Johan Duruy faisait déjà de la compétition. Il y avait d'autres collègues aussi qui faisaient de la compétition comme Goni et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi faire pareil qu'eux? S'ils sont du même team que moi, je me suis dit, je vais faire un truc ailleurs. Je vais essayer de passer dans les magazines, de faire des vidéos, des clips. Et je trouvais ça complètement intéressant pour mes sponsors. Et je suis parti, quoi. Et je me doute que ce coup de lumière apporté par Punt of the Month t'a orienté aussi dans cette direction. Ouais, justement, ouais. C'est vrai que ça a aidé beaucoup de choses et le fait d'avoir des vues, des gens, des followers, tout ça, ça fait penser que c'est comme ça que ça marche maintenant. Un peu, t'as raison. Et donc la compétition, t'en es où? T'arrêtes complètement? T'en fais quelques-unes? J'en fais quelques-unes, mais sur des destinations que je sélecte, c'est-à-dire pour surfer des vagues que j'aime bien, comme celle à Arica, au Chili. Que t'as gagné il y a 2 ans d'ailleurs? Que j'ai gagné en 2016, ouais. Et cette vague-là, c'est vraiment l'ultimate et c'est une vague qui me plaît vraiment. Du coup, chaque année, j'essaye de m'inscrire et de rentrer dedans. Et c'est vraiment un endroit qui est magnifique. Les gens, ils sont super cool avec moi et du coup, je respecte et je veux toujours y aller, quoi. Raconte-nous un peu d'ailleurs l'histoire de ta victoire à Arica. C'est assez improbable. Tu m'en as parlé en off l'autre jour. Ouais. En fait, je suis parti en surf trip justement pour Désillusion et Nixon avec Seb Zanella, donc un super photographe / vidéo. Et cette personne-là, elle m'a emmené. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti de Santiago et avec un van et on a monté toute la côte jusqu'à Arica. 5 jours de trip
non-stop, vraiment que sur des côtes à chercher the wave, empty, tout ça, personne à l'eau. Et franchement, on a terminé à Arica et c'était vraiment la destination que je kiffais le plus. Et en fait, mon team manager, il m'a appelé pendant la moitié du trip pour me dire qu'il y avait une compétition à Arica, justement, et qu'il m'avait inscrit. Du coup, je lui ai dit, ok, je vais le faire, hein. Et arrivé là-bas, je suis arrivé 4 jours avant la compète. Et les vagues, elles étaient magnifiques, il y avait personne à l'eau. Et j'ai fait, c'est parfait, quoi. Du coup, je me suis retrouvé dans les trials, bien évidemment, parce que j'avais aucun seeding, rien du tout. Et puis, j'ai fait de la trial jusqu'à la finale, arrivé en finale. C'était magnifique, quoi. Je m'attendais pas, j'avais aucune pression. J'avais fait un trip incroyable juste avant, 5 jours de van, à voir personne. C'était magnifique. Et du coup, arrivé en finale, j'ai gagné la compétition avec un 10 et un 7,50. Donc, ça s'est plutôt bien fini, quoi. Une belle manière de gagner. Ouais. Exactement, ouais. Avec Dit Bohen avec moi en finale. Et donc voilà, c'est terminé de faire la fête, hein, bien sûr. Pour clôturer le chapitre compétition, on t'a vu pas mal dans des compètes un peu select comme le Kemao Classic, le Royal Barrick ou la compétition de tube à Nazaré. Ouais. Donc ça, c'est un parti pris aussi de faire ces compètes. Exactement. La Nazaré aussi, c'était une histoire un peu comme ça. Je me suis retrouvé après un long voyage en Amérique. Je suis retrouvé à arriver en France avec le jet lag et tout, donc à dormir pendant un petit moment en France. Et il manquait des gens pour le Nazaré Contest. Du coup, ils m'ont appelé parce que Nick Van Rup a parlé de moi, m'a dit mon nom. D'ailleurs, merci à Nick. Et je me suis retrouvé à être invité à cette compétition. Sauf que la personne qui m'a appelé, il m'a dit qu'il fallait que tu sois là demain. À 8, le soir, quoi. Du coup, j'ai cherché le premier billet d'avion. C'était assez compliqué. Bien évidemment, heureusement qu'il y avait un vol assez tard de Bordeaux à Lisbonne. Arrivé à Nazaré, il était déjà 1h du matin, je pense. Et la compète était à 7h. Le col était à 7h et quelques. J'avais pas dormi de la nuit parce que Nazaré, je connaissais pas du tout. J'avais jamais surfé. Je pensais que ça allait être énorme. Je m'attendais au pire, quoi, bien évidemment. Et en fait, ça s'est profilé, que les vagues étaient parfaites pour moi et tout. Et j'ai eu un bon sens marée. Les vagues venaient à moi, du coup, tout s'est bien passé. J'ai fini par gagner aussi. Cool. Et puis là, il y avait du client aussi, comme Cory Lopez. Il y avait Bellaram, il y avait Ian Walsh, il y avait Alex Gray. Il y avait des bonnes têtes, ouais, des bons tube riders. Cool. C'était une bonne génial. compète à gagner, ouais. Exactement. Ouais. Une bonne compète à clémer, ouais. Puisqu'on parle de compétition, on va faire un clin d'œil au Red Bull Airborne Show, le Air Show qui va avoir lieu en marge du Quick Pro France à Osgore début octobre. Et c'est la transition toute trouvée pour introduire le premier morceau de l'émission, extrait de Kerazi Chronicles, la vidéo de Josh Kerr. Pourquoi ? Parce que Josh Kerr est le contest director de ce Air Show et on en parlera évidemment avec toi, William, un peu plus tard dans l'émission. On écoute ça et on se retrouve tout de suite après. Coming down, I see you coming.
Après la coupure musicale, on va clôturer ce chapitre compète avec la question, maintenant que ta carrière s'oriente plus vers le free surf, quels sont les challenges d'un free surfer par rapport aux challenges d'un compétiteur? Bah, personnellement, je sais pas du tout. Alors là, c'est une bonne question. Quoi cette question? Comment dire? Dans le free surf, c'est à toi de bosser, quoi. Si tu veux être dans les magazines, si tu veux faire des bonnes vidéos, c'est à toi de le produire, quoi. Si tu fais rien, tu fais rien, quoi. C'est comme ça que ça marche. Le but du jeu du free surfer, c'est d'avoir des bons contacts, avec qui. Plus tu bosses avec les meilleurs, plus tu vas avoir de parutions, plus tu vas avoir des bonnes images, bien sûr. Et il faut se développer ses contacts avec les magazines, avec les personnes comme Stab, comme Surfline, Surfer, tout ça, les réseaux sociaux, justement. Tu évolues en fonction de toutes ces images qu'ils postent. Tout se crée, hein. C'est difficile à expliquer. Tu fais une veille un peu sur ce qui se passe, les autres free surfers, un peu, tiens, tel gars, il a rentré avec tel tricks, il a surfé telle vague, putain, ça a l'air d'être le truc du moment. Tu regardes un peu ce qui se passe ou pas trop, tu fais ton truc? Bien sûr, je regarde comme tout le monde, hein. Après, ce qui est facile maintenant, c'est que tu ouvres Instagram, tu sais exactement tout ce qui s'est passé. Du coup, oui, bien sûr, je regarde tout ce qui se passe, les destinations surtout. Il y a tellement de vagues encore à trouver. C'est ça qui est intéressant. Et à faire du buzz. Par exemple, on a vu une grosse fame sur la Namibie, sur Skeleton Bay. Ça t'a chauffé d'y aller? J'ai toujours voulu aller en Namibie. Je sais que le sable, il bouge en ce moment. Et je devais y aller pour le premier swell avec Beric De Vries. Il m'avait appelé pour ce swell-là en disant que ça allait être la meilleure orientation et tout ça. Et le problème, c'est que je viens juste d'acheter un appart sur Hossegor et j'ai dû m'en occuper. Je suis pas allé. Je regrette, bien sûr. Ouais, quand tu vois les clips de Koa Rotman et tout ça, ouais, c'est vraiment cette vague-là, c'est l'ultimate en étant un goofy, quoi. C'est là, the wave, quoi. Donc du coup, tu parles de Beric De Vries et ça introduit ma prochaine question. On t'a déjà vu sur des reportages pour des médias internationaux, ce qui est plutôt rare pour des surfeurs français. Comment t'as réussi justement, toi, à développer ta carrière hors de France? Eh ben en fait, j'ai pas mal de sponsors qui m'ont beaucoup aidé, dont Monster Energy, qui m'a avancé, qui m'a présenté à ces gens-là, comme Beric De Vries, qui fait partie de Monster aussi. Et du coup, grâce à ça, j'ai évolué avec d'autres photographes qui venaient d'autres pays. Et je me suis retrouvé dans des trips que Monster organisait, avec des nouvelles personnes, américains, australiens, ou quoi que ce soit, et qui m'a fait monter en niveau, grâce à eux d'ailleurs, c'est super cool. Et puis voilà, quoi, pratiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis après, faut gérer, quoi, la connexion et tout. Je parle toujours à Beric, je parle toujours à Luke Davis ou quoi que ce soit. C'est des personnes, on a besoin des uns des autres, en fait. C'est-à-dire que lui, il a besoin de moi peut-être pour un peu plus dans l'Europe ou quoi que ce soit, dès qu'il y a un swell ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai besoin de lui quand il y a des vagues soit en Afrique du Sud, soit en Amérique, quoi que ce soit. Ouais, puis on peut aussi préciser que tu voyages énormément, que t'es un free surfer qui se bouge vraiment, qui fait pas les choses à moitié. Il y a des mecs qui ont tendance à un peu se reposer sur leur laurier, peut-être. Toi, t'es tout le temps en trip. C'est le but. Et puis je vis une vie tellement magique, j'ai envie que ça continue jusqu'au bout, quoi. C'est comme ça que ça marche, hein. Plus tu bosses, plus ça continue, hein. Est-ce qu'il y a des free surfers qui t'inspirent justement dans leur carrière? Tu te dis, ouais, ces gars-là, ils ont bien géré leur carrière, j'aimerais bien suivre leurs traces ou m'en inspirer? Ouais, il y a plein de free surfers que j'apprécie et justement que je regarde bien souvent. Et à chaque fois, ils font toujours un buzz en fin d'année pour montrer qu'ils sont toujours là. Peut-être qu'ils font rien toute l'année. Et en fin d'année, ils vont poser une vidéo et là, tu fais « Waouh, ok ». Un magicien n'est jamais en retard, frottant sa quai. Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. Même pour les sponsors, c'est incroyable parce que peut-être, si tu fais une vidéo au début d'année, ça s'oublie vite les vidéos. Il y en a tellement partout dans le monde, tout le temps, tous les jours. Il y a une nouvelle vidéo, une nouvelle personne qui surfe super bien sur un foamy, sur un twin ou quoi que ce soit. Et le but, c'est de retrouver un contrat à la fin de l'année. Donc, si tu fais une vidéo en fin d'année, tout le monde s'en rappelle pendant un petit moment jusqu'à la fin d'année pour signer. C'est le but, quoi.
Donc du coup, c'est d'en sortir à des moments clés, quoi. Il y a des moments clés, ouais, exactement, ouais. Comme partout, hein, comme avant un CT ou après. Ouais, Si tu le fais pendant un buzz, c'est fini, quoi. Ta vidéo va avoir 10 000 vues au lieu de 50. Ça sert à rien. On peut peut-être du coup parler un petit peu de ça, justement. Tu parlais du Point of the Month que tu avais fait sur Surfline, qui t'avait fait 35 000 vues. Ça, c'était il y a du coup quelques années. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Comment ça se passe en fait avec les sponsors par rapport à ça? Quelles sont leurs attentes? Est-ce qu'il y a des objectifs, des primes sur un certain nombre de vues? Tu peux nous raconter un peu le... On a des primes, bien sûr, ouais. C'est-à-dire, en étant free surfer, si on passe dans des magazines et qu'on voit le logo, on a bien sûr des primes. Ça, ouais. Sur des premières pages, c'est vraiment le bonus le plus ultime. Et puis, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Vimeo, YouTube, on est payé en fonction des vues sur un certain nombre de jours. Et sur Instagram? Je suis payé par rapport à des posts qui se font par des gros sites, c'est-à-dire Stab, Surfer, tous ces posts-là, Surfline. Ah, qui relayent ton contenu. Exactement, ouais. Donc le but, c'est dès que je fais un buzz, je leur envoie, ils font un post sur leur Instagram ou sur le site web. Le site web, c'est beaucoup mieux qu'un Instagram, bien évidemment, parce que tout le monde regarde les prévisions météo sur Surfline. Du coup, ils cliquent bien évidemment sur ce genre de news. Et du coup, voilà, c'est ça le but. J'ai les contacts. C'est vraiment super parce qu'ils me répondent directement. Ils aiment bien mon boulot et tout cool, quoi. Il y a vraiment que du flow. Et justement, on parle de ta création de contenu. Donc, l'autre jour, quand on a discuté, tu m'as dit que tu étais sur un gros projet qui va sortir bientôt, un gros projet vidéo. Tu peux nous en raconter un peu plus ou moins quand est-ce que tu comptes le lancer? Quel est le concept du projet? En fait, ouais, je suis vraiment sur un gros projet. Un projet film, du coup, entre 15 et 20 minutes. Les sponsors sont Volcom et Monster. Et j'essaye de le sortir là, début octobre, c'est-à-dire entre le 6 et le 13 octobre. Pendant le Quick Pro France. Les moments clés, là où il y a du monde, beaucoup de buzz, beaucoup de médias et beaucoup de sponsors qui sont autour. Et c'est vraiment intéressant. Donc j'ai fini tout le filming et je suis en train de l'éditer avec mon filmeur qui s'appelle Manuel Claude Villemorel. Et on est dessus là à fond, on essaye de bosser tous les jours, c'est pas facile. Et en plus de ça, on a un super musicien qui nous fait la musique. Il s'appelle Adrien. Adrien Legrand d'ailleurs, et on va tout de suite écouter un des morceaux qu'il a fait pour ton film avec Manuel. On écoute ça et on se retrouve tout de suite après. C'est bien rock, ça donne envie de voir le reste, ça me plaît. D'ailleurs, parlons un peu plus de ce film-là. Quelle destination t'as choisi? Pourquoi? Comment? Raconte-nous tout. En fait, il y a 3 destinations dans ce film. C'est-à-dire, il y aura les Canaries en premier, il y aura l'Indo et bien évidemment la France pour finir. C'est des destinations que j'ai prises parce que c'est des vagues que j'adore. La France, c'est là que j'habite maintenant. Et puis l'Indo, c'est bien évidemment l'ultimate du surfeur. Les gauches, les droites, les meilleures vagues du monde. Du coup, j'y suis allé. D'accord, et ça t'a pris combien de temps pour filmer tout ça? Donc c'est un projet qui dure 1 année. Ça fait 1 an que je suis dessus avec Manuel. Et donc voilà, là on est sur la fin. Du coup j'ai tout filmé, tout ce que je voulais filmer, et je suis en train de l'éditer avec Manuel.
Comment on attaque un film comme ça? Est-ce que c'est juste on part sur des destinations qu'on a sélectionnées et on filme le meilleur surf possible, ou est-ce qu'il y a une trame? Est-ce qu'on travaille un scénario ou quelque chose d'un petit peu écrit? On travaille sur un scénario plutôt, ouais. Du coup, des destinations que moi j'ai envie d'aller, justement parce qu'il y a un type de vague qui est intéressant par rapport à ce que je veux faire. Et Manuel, il a son mot à dire sur ce que lui il a envie de filmer, ou non, c'est vraiment toi le DA du film et Ouais. lui c'est ton... Bah, il me suit, justement, ouais. Dès qu'il y a un swell à quelque part, je dis, Manuel, il va falloir que tu te prennes tes jours pour ces jours-là. Et il va falloir y aller. Et puis, on voit en fonction des destinations et comment il va falloir faire, quoi, par rapport à filmer et tout ça. Et quelle est votre relation tous les deux? Parce qu'on te voit filmer avec lui depuis un petit moment. Ça devient plus ou moins ton filmeur exclusif. Tu peux nous dire quelle est votre relation tous les deux? Bah oui, c'est exactement ça. Ça fait un petit moment qu'on bosse ensemble. On était sur la Blackmagic à l'époque. Et là, on a voulu step up. On a acheté la Red, tous les deux. Donc, on est associés, plus ou moins. Et tout se passe Donc super on peut dire bien. c'est la Rolls des caméras. Ouais, c'est la Caméra, The Best ça. caméra. Vidéo. C'est complètement cinéma maintenant. Et c'est vraiment intéressant. Toutes les images deviennent... Et on est sur une bonne vibes et tout. Tout se passe bien avec Manuel et tout est beau, quoi. D'ailleurs, tu parles de belles images. T'es vraiment un des gars où on a vraiment l'impression que t'accroches de l'importance à l'esthétique de ce que tu filmes et ce que tu fais. Des fois, tu mets moins de surfing pour avoir peut-être plus d'esthétique dans tes films. C'était le cas du clip dont tu parlais tout à l'heure au Chili que tu avais réalisé avec Seb Zanella. Ouais, qui est complètement différent avec une destination et puis une histoire. C'est exactement ça qu'on essaie d'apporter en étant free surfer. C'est une histoire par rapport à l'endroit où on va, à moi-même aussi. Et puis tout est vraiment recherché, quoi. C'est par rapport à la destination et c'est ça qui est intéressant. Ok, c'est cool, ça donne vraiment envie de le voir. Donc tu peux nous parler un peu du release, comment ça se passe où, à peu près quand, tu peux nous en dire plus? Bah là pour le moment j'ai contacté le Cooling au Segor, c'est un bar qui est au-dessus de la centrale et du coup on m'a posé quelques dates entre autres, c'est-à-dire pendant le Pro France, je sais pas exactement laquelle date c'est. Donc entre le 5 et le 13, 14, entre le 3 et le 14. 3 et 14? Ouais. On a chacune des dates différentes. Heureusement qu'il est au courant. Ouais, du coup entre ces dates-là et j'espère que ça sera prêt. Donc où est-ce qu'on peut avoir l'info sur ton Instagram? Je vais essayer de faire un teaser dans pas longtemps et puis des affiches bien évidemment et on est à fond dessus avec Manuel à se bosser tous les jours sur l'édit. Donc j'espère que ça va être prêt pour ces dates-là. Normalement, ça sera bon. Parfait, on a hâte de voir ça. Ouais, bah justement, puisqu'on parle du Quick Pro, il y a une petite actu sur laquelle ce serait intéressant de t'entendre. C'est que en marge de la compétition, il y a un air show qui arrive, organisé par la WSL. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la compétition, ce que tu penses déjà de l'épreuve, du format, et je crois en plus que t'as tenté ta chance aussi pour en être. J'ai trouvé cette épreuve plutôt vraiment intéressante. Ouais. Je trouve ça cool, puis la France c'est vraiment un super endroit pour faire des airs. Et j'ai essayé d'envoyer mes vidéos justement. J'avais 2-3 images des Canaries et une de France. Le problème c'est que j'avais pas grand chose pour faire le backside. C'est-à-dire qu'il fallait envoyer 2 vagues, une frontside et une backside. Et backside, j'avais pas le truc qui pétait par rapport au frontside. Du coup, je pense que j'ai été un peu pénalisé sur ce genre de choses. J'ai été quand même élu sur le WSL. Après, c'était la décision de Josh Kerr. Quel contest director de cette épreuve, ouais. Exactement, qui a choisi ses riders, donc 2 wildcards, pour rentrer dans le main event. Ok. T'as quand même été en finale de la sélection des wildcards. Exactement, ouais, en finale, ouais. Bon, c'est une bonne fierté. Il y avait c'était pas c'était un premier poste sur la WSL, c'était intéressant, c'était cool. Et en faisant ton truc. Et en sans faisant ce faire que je voulais, ouais, compète, c'est exactement ça. Et aussi le Air Show, donc le Red Bull Airborne organisé par la WSL. On voit qu'il y a un peu une montée de tous ces Air Shows. On pense au Surfing Magazine Air Show qu'il y avait dans les fins des années 2000. Toi, tu le vois comment? Je trouve ça très intéressant, j'apprécie d'ailleurs, j'aimerais bien y participer à ce genre de air show, bien évidemment. Et je trouve que c'est super. Franchement, il faut continuer.
Et les piscines à vagues, forcément, on parlait de Waco à l'instant. On voit des clips de Waco tous les jours. Qu'est-ce que tu penses de cette vague-là, mais même des piscines à vagues en général? Cette vague-là, surtout, hein, c'est vraiment l'ultimate. Enfin, celle de Kelly, elle est super, mais celle-là, elle est beaucoup plus fun. Je pense que c'est une des vagues que je préférais surfer par rapport à celle de Kelly. C'est vraiment une manœuvre ou un tube. Ça a l'air génial. J'ai vu un dernier post sur Stable. S'ils ont fait une autre vague qui arrivait devant l'autre, ça devient vraiment du n'importe quoi. Ils peuvent choisir exactement ce qu'ils veulent. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ça devient un skatepark. On commence à faire du skate. Ouais, complètement, ouais. Avoir la même vague et tout, c'est vraiment super. Et ça tombe bien que tu parles de skate parce que j'avais une petite question là-dessus. En te suivant sur Instagram, je vois que tu fréquentes pas mal de skateurs, donc Victor Pellegrin, Skanky, voilà, Romain Covolan, tous ces gars-là. Raconte-nous un peu comment t'as fait la connexion avec cette scène skate. Bah déjà, ils sont du même team que moi chez Volcom. Et ensuite de ça, je trouve que ça m'apporte beaucoup de choses dans mon surf. Je les regarde skater, c'est-à-dire que des fois, je vais en skate tour avec ces gens-là à Toulouse ou à Paris. Et je me retrouve avec ces gens-là, une super ambiance et ça m'apporte beaucoup de choses dans mon surf. Et puis, ouais, ils surfent pas des vagues, ils surfent la rampe, ils surfent du béton, quoi. Et ça m'aide beaucoup. Je prends des choses qui sont dans leur skate pour le mettre dans mon surf et créer un nouveau truc. Parfait. Ben, d'ailleurs, on le voit dans l'approche de ta carrière, sur la création de tes clips. Tu mets pas forcément 2 fois la même manœuvre. C'est un peu ce qui se passe en skate. Exact, ouais, faut être, comment dire, créatif, hein. Créatif, c'est pas un boulot si facile. Et avec du style, bien sûr. Donc, t'as un crew de skateurs, mais est-ce que t'as un crew de surfeurs avec qui tu vas surfer, avec qui tu fais des images Bah, ça dépend de la destination, comme, bien évidemment. C'est-à-dire que, si je vais aux US, je vais appeler mes potes US. Si je vais en Afrique du Sud, je vais aller voir mes potes d'Afrique du Sud. Du coup, j'ai toujours une connexion un peu partout dans le monde et c'est ça qui est super parce que je me retrouve toujours sur le bon spot au bon moment. Et en France? En France, je me débrouille tout seul. Je vais fouiller ma propre horde. Avec mon filmeur, bien évidemment, Manuel. Et tout se passe bien. Ok. Donc, ça fait 7 ans que tu es chez Volcom, 7 ans que tu es vraiment devenu surfeur pro. Comment tu vois la suite de ta carrière? Est-ce que tu vis un peu le truc au jour le jour ou est-ce que tu penses déjà à où t'en seras dans 5 ans ou dans 10 ans? J'ai des projets, oui. J'ai des projets pour l'année prochaine. Je pense que je vais passer plus sur les épisodes après. Donc là, faire un gros buzz avec ce film-là et puis ensuite passer sur des épisodes qui sont reliés avec un espèce de cartoon, mais ça, je vous laisserai voir. Ok, d'accord. Et alors, pour voir un peu plus loin, justement, à horizon de 5 ou 10 ans, comment tu vois la chose? J'essaye de profiter au maximum et puis de voir comment ça se passe. Keep the flow, comme je dirais. Ok. Moi, je change complètement de sujet, mais j'aimerais parler de ton matos. On t'a vu pas mal surfer sur des stretch, et même bien mis en avant par Stretch lui-même dans ses posts Instagram et sur son website. C'est ton sponsor board? C'est devenu mon sponsor board, ouais, ça fait au moins 4-5 ans que je bosse pour eux là en ce moment. C'est vraiment des planches que j'adore, qui ne cassent pas. J'en ai cassé qu'une en 5 ans, en 2 hein. Et tout se passe bien, les planches elles sont super. Et puis j'ai créé une relation avec Stretch qui est vraiment incroyable, c'est-à-dire que maintenant j'ai plus besoin de parler de toutes mes côtes ou quoi que ce soit, j'appelle, je lui dis je veux ça, et tout se passe quoi. Et ça arrive que ça soit la best board à chaque fois, quoi. Maintenant, tout est bien calculé. Cool. Et c'est quoi ta board type, plus ou moins? Là, en ce moment, je surfe un twin que j'apprécie vraiment. Je surfe que ça. C'est vraiment l'ultimate pour moi. Je kiffe. J'avance, je vais vite, je fais des airs super. Il y a du pop. De toute façon, la clé du surf, c'est la vitesse, c'est avoir du speed. Et c'est tout ce que ça m'apporte. Parfait. Donne-nous ces cotes un peu de ce twin. J'ai aucune cote, c'est une 5.3, c'est tout ce que je sais. D'accord. 29 litres peut-être. Et il y a un projet autour du twin aussi qui est en train de se dessiner. Oui, bien sûr, ouais, toujours en ce moment tous les pre-surfers commencent à repartir dans le old school. Ouais. Du coup, single fin, twin fin, tout ce qui était avant, ça revient. Et maintenant, du coup, on essaye de surfer ces planches-là en essayant d'apporter du new school. Ça fait bien plaisir en tout cas. Nous, on aime bien ce délire de surfer des planches différentes. On a d'ailleurs fait un épisode dédié au twin fin. Et justement, on t'a nommé dans cet épisode-là. Dis-nous un peu, toi, quelles sont tes sensations avec le twin par rapport à un tri-fin classique? Qu'est-ce que ça t'apporte?
Bah, c'est difficile à expliquer. C'est vraiment un type de board qui est différent. Bien sûr, il y a deux dérives sur la planche. Ça dérape un peu plus qu'un Trifine. Après, ça reste quand même une planche qui est super fun. Quand t'as envie de surfer des vagues offshore, onshore, ça tout passe. Enfin, moi, je l'utilise dans toutes les conditions et ça me dérange pas que ça soit bumpy ou offshore, onshore. J'apprécie le moment. Alors, on parle du matos, on peut peut-être aussi parler du côté training. Est-ce que toi, tu t'entraînes sérieusement? Est-ce que tu profites de ta jeunesse et tu laisses tout? Comment ça se passe? Je profite plus de ma jeunesse, voilà, au lieu d'être dans les salles. Je préfère surfer beaucoup plus que m'entraîner physiquement. Ok. Je pense que le meilleur moyen de s'entraîner dans le surf, c'est de surfer. Mm-hmm. Du coup, je surfe. Et puis, je profite de ma jeunesse aussi. Voilà, je voulais dire que oui, tu je comptes sur ta forme, la forme que ton âge te donne, plutôt que d'essayer de t'entraîner pour éviter les blessures ou quoi que ce soit. Toi, tu t'es jamais ou très rarement blessé? Je me suis blessé 2 fois, une genou, un peu à la cheville aussi, mais ça a été très rapide et du coup, je touche du bois. Ok. Et pour quand on parle de l'avenir, tout ça, on a vu pas mal de free surfers avec l'âge s'orienter vers les grosses vagues, le big wave riding. T'as d'ailleurs un de tes teammates qui était un très bon compétiteur dans les juniors, qui est Alex Botello, qui s'est complètement lancé à corps perdu dans le big wave riding et qui est un des meilleurs en Europe à l'heure actuelle. Toi, ça t'attire pas? Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben oui, ça m'attire aussi, comme beaucoup de monde. C'est vraiment un truc qui est complètement différent, une différente vibes, je pense. Et je suis vraiment chaud. J'aimerais bien recommencer par l'Irlande, à Bullenmore, et puis à voir sur la suite, quoi. Tu serais plus sur du slab pour commencer? Moi, je voudrais faire des tubes. Si je veux faire du gros, ça serait plus du tube que faire des gros take-off, un way out, tout ça. Donc l'Irlande, vraiment qu'il y ait une histoire, quoi. Plus ces délires. Un peu comme Nick Van Drup que tu citais exactement, tout à l'heure. Ok, cool. D'ailleurs, on parle de grosses vagues. Est-ce que nous, on a une rubrique récurrente dans Impact Zone, c'est le coup de pression. Est-ce que t'as déjà eu un vrai coup de pression? T'as déjà flippé en surf ou dans le cadre du surf? Oui, bien évidemment, on a tous flippé un jour. Hein. Là, comme ça, c'est difficile à trouver. Je me souviens que Pipe, j'ai eu pas mal de frayeurs à me trouver à prendre un impact zone, justement. Right. So when a wave breaks here, don't be there, or you're gonna get drilled. Et ça, c'était vraiment un truc où tu es là, je vais mourir, quoi. La lèvre, elle est comme ça, elle est géante. La vague, elle fait 3 mètres au-dessus de toi. Tu la regardes comme si c'était une montagne. Et tu te dis, c'est fini, quoi. Puis voilà, je pense que c'est des endroits où, qui sont vraiment powerful, avec beaucoup de power, et tu sens. Pipe, justement, t'as tes entrées là-bas avec la maison Volcom. C'est un bon passeport pour aller là-bas. C'est déjà, c'est déjà un toit, c'est super. On est en face de la mer, en face de Pipe surtout. Et puis, tu te lèves du lit, tu vois presque le spot, quoi. C'est super. Et du coup, j'aimerais bien y retourner avant que, je ne sais pas quoi, surfer cette vague-là, quoi. C'est encore dans le donjon ou t'as step up maintenant, t'as le droit d'avoir une vraie piole? La dernière fois que j'y suis allé, je me suis retrouvé dans la grande maison, Ok. Parce qu'on peut préciser que du coup, précise d'ailleurs ce que c'est que le Dungeons. Il y a 2 maisons, en fait, à Pipe, c'est-à-dire qu'il y a la petite et la grande. C'est qui sont côte à côte, parallèles au chemin principal de Pipe. Et dans la petite, c'est un peu le bazar. C'est là que tous les jeunes y vont, les Youngs, on appelle ça. Et puis t'as la grande, c'était l'ex-maison de Jerry Lopez. Ouais. Qui est vraiment magnifique, c'est presque une œuvre d'art. Il y a des vitraux, les chambres, elles sont magnifiques, tout est en bois. Et ça, c'est l'ultimate. Si t'es au top floor, t'es le boss. T'es le boss, t'es le plus gros rider du Team Volcom. Exactement. Qui est au top floor en ce moment? Justement, j'aimerais bien le savoir. Ça fait un petit moment que je suis pas allé à Pipe, donc peut-être l'année prochaine, je vais pouvoir vous le dire. Cool. Et on sait que la maison de Pipe est gérée par certains gros locaux du spot. Est-ce que ça te donne des entrées pour avoir plus de vagues ou pas vraiment? Faut que tu fasses tes preuves par toi-même et... Ça change beaucoup de choses. Le fact déjà que tu arrives pas du parking de Pipe, arriver dans le chemin, tu es une personne que personne connaît. Le fait que justement tu fréquentes ces locaux-là qui sont chez Volcom, tu leur dis bonjour dans l'eau, ça te met une pression en moins.
Tu vois, et puis les gens le voient. C'est vraiment, tout est psychologique à pipe. Si tu prends trop de temps à prendre de vagues, tu deviens froid, tu commences à avoir peur. Si tu prends des vagues, ok, tu prends comment t'appelles ça? De l'assurance. De l'assurance et tout, et ça t'aide énormément, quoi. Ouais, bah d'ailleurs, on voit certains de tes teammates comme Balaram Stack. Miguel Tudela, tous ces Ouais. gens-là, ils savent. Ils y vont même pour un swell, ces gens-là, parce qu'ils adorent ça. Parfait. Et bon, je change complètement de sujet, mais on va parler un peu de ton look vestimentaire. Moi, je t'ai connu, tu étais sur les juniors et tu étais un petit peu plus influencé par le style des Caraïbes. Ouais. Là, on voit qu'au fil de ton aventure, tu as évolué, tu as un style un peu plus rock. Tu peux nous raconter toute ton évolution pour arriver à cette personnalité qui est le William Aliotti de 2018? Bon, c'est assez facile à expliquer, hein, en fait. Le but, c'est de se départager beaucoup de tout le monde, en fait, et d'être différent. Et le fait d'avoir un nouveau style, de créer une nouvelle chose, peut-être que les gens l'aiment pas, pardon. Et du coup, je change. Il y a des gens qui me critiquent, mais je passe au-dessus de ça. Bien évidemment, les ongles peints, les cheveux rouges ou quoi que ce soit, c'est des choses c'est des détails qui changent beaucoup, même pour le filming, pour la vidéo, tout ça. Et Ça permet à ton filmeur de mieux te repérer dans l'eau, les cheveux rouges? non, pas du tout. Je sais pas, ça apporte une autre chose. J'aime plus avoir les cheveux blonds, justement, comme j'avais à l'époque. Et donc voilà, j'essaye de changer, de trouver un nouveau style, de trouver... Non, tout vient tout seul, en fait. C'est pas de trouver, c'est que je décide, comme ça. Et il y a une signification aux ongles noirs en particulier? Oui, je m'habille souvent en noir. Là, c'est la première fois que je m'habille en blanc. Déjà, de 1, je me tache pas en noir quand je suis en noir. Et de 2, ça passe partout. Et les ongles? Les ongles, c'est par rapport au stress. Quand je me retrouve sur des destinations comme en Indo, où tu dois attendre ta vague pendant un petit moment parce qu'il y a pas mal de monde au pic, au lieu de me ronger les ongles, j'enlève le vernis. Ok, d'accord. Donc là, voilà l'explication. Avant de clôturer l'émission, il y a quelque chose sur lequel j'aurais voulu revenir. On l'a abordé tout à l'heure, mais un peu rapidement. C'était ta relation avec Didier Peter. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que Didier t'a apporté, justement? En fait, Didier, ouais, c'était vraiment une super personne. C'est une personne qui m'a apporté beaucoup de choses dans mon surf. Surtout en venant de Saint-Martin, il y avait pas trop de tubes et tout, et c'est vraiment la personne qui sait tuber et qui m'a expliqué comment. Et surtout, à chaque fois qu'il y avait des tubes, il m'entraînait pas, il venait à l'eau avec moi complètement, et ça me poussait. Du coup, à chaque fois qu'il voulait partir sur une vague et que j'étais plus à l'intérieur que lui, je me disais c'est que ça doit passer. Du coup, j'y allais, et à force, je sortais mes tubes et je me suis dit voilà, c'est la clé, c'est la révélation, et d'ailleurs, je remercie. Ouais, ça a marché parce que maintenant t'es connu pour tes airs et aussi pour tes tubes, donc c'est presque plus mes tubes maintenant. Ouais, donc c'est que ça a plutôt bien marché. Donc Didier est un bon coach. La preuve par A plus B. C'est ça. Et que du coup, il est en train de transmettre son savoir maintenant à Sam, son fiston qui pousse pas loin derrière et qui pense à faire du bruit aussi dans les années qui vont venir. Et tu le vois encore, Didier? Vous surfez encore ensemble? On se voit toujours, oui, bien sûr. Après, il est souvent busy un peu partout. Là, il est allé coacher l'équipe d'Allemagne, ouais, pour le World Junior, ISA. Et du coup, ouais, il est souvent busy, ouais, et puis il coach Shirley maintenant, du coup, c'est un peu plus difficile de qu'on se voit ou quoi que ce soit. Mais toujours très bonne relation, et c'est super. Ok, écoute, super manière de terminer l'émission. Un grand merci d'être venu dans le studio Impact Zone, William. C'était vraiment bien cool de t'avoir avec nous. On te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir, à commencer par un film qui déboîte et qui sort donc dans les semaines à venir. Et on sera là pour venir le voir. Ouais, et pour communiquer sur la date précise de sa sortie. En attendant, vous savez comment ça se passe. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées dans l'émission, que ce soit les vidéos, les comptes Instagram ou autres, dans la description de l'épisode. Quant au morceau, alors l'un des deux était composé en exclu pour le film, faudra donc aller le voir pour le réécouter. Quant à l'autre, il rejoindra la playlist Impact Zone Spotify avec les morceaux des précédents épisodes. Allez, quant à nous, on vous dit à très vite. Promis, on essaie de pas attendre si longtemps avant de vous retrouver. Mais de toute façon, n'oubliez pas d'ici là... Allez surfer! Youhou!